En 2012, en Australie, une femme de 29 ans a été violemment attaquée en rentrant chez elle après l'anniversaire d'un collègue. Le criminel était un prédateur sexuel, qui avait déjà un long passé criminel et qui était en liberté conditionnelle au moment des faits. L'affaire de Jill a bouleversé non seulement l'Australie, mais aussi le reste du monde. En révélant de graves défaillances du système judiciaire australien et en entraînant des réformes des lois sur la liberté conditionnelle, le criminel a encore été condamné. Mais ce crime soulève des questions. Combien de victimes auraient pu être épargnées si le système n'avait pas ignoré le passé de ces prédateurs? Et combien d'autres victimes s'ajouteront à la liste de ces criminels lorsqu'ils seront à nouveau libérés? Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire Jill Meagher. Je vous invite à suivre Archives Mystères Compilation, la nouvelle chaîne où je regroupe plusieurs affaires criminelles par thème dans une seule vidéo. Donc par exemple, là-bas, vous pouvez trouver 2 heures de vidéos non-stop uniquement sur des affaires de tueurs en série, 3 heures de vidéos sur des crimes brutaux, ou alors des affaires brésiliennes, ou encore des crimes impliquant des applications de rencontres, impliquant des harceleurs. De nombreux thèmes sont abordés. Le lien est en description. Cliquez, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. C'est bon? Les messages sont passés. Passons à l'affaire d'aujourd'hui. Gillian McKeown, appelée Jill, est née en Irlande le 30 octobre 1982. Enfant, elle a déménagé en Australie avec ses parents et son frère Michael, après que son père ait reçu un emploi à Perth. En 1996, à 14 ans, la famille est retournée en Irlande, où elle a fini le lycée et obtenu une licence en art. En 2004, ses parents sont repartis en Australie pour le travail. Son frère Michael est parti étudier au Canada, puis est rentré en Australie chez leurs parents, tandis qu'elle est restée en Irlande finir ses études. Pendant cette période, Jill a rencontré Tom Meagher. Ils se sont plu, ont commencé à sortir ensemble et se sont mariés en 2008. Jill McKeown est alors devenue Jill Meagher et ils ont déménagé en Australie l'année suivante, en 2009, s'installant à Melbourne, dans l'État de Victoria. Là-bas, elle a débuté comme coordinatrice d'unité à l'Australian Broadcasting Corporation, qui diffuse des chaînes radio et télévision. Le 21 septembre 2012, un vendredi, Jill et quelques collègues de travail sont sortis après le travail pour fêter l'anniversaire de l'un d'entre eux. Elle et ses collègues sont restés dans un bar appelé The Brunswick Green jusqu'à 9h du soir. Ensuite, elle et 3 autres collègues de travail ont quitté cette fête et, ensemble, sont allés dans un autre pub appelé Bar Étiquette. Et après 1h du matin, déjà samedi, Jill a décidé de rentrer chez elle. Un collègue lui a proposé de partager un taxi pour la raccompagner chez elle si elle attendait quelques minutes. Mais Jill a refusé, disant que comme elle habitait à seulement 5 minutes de là, elle pouvait rentrer à pied comme d'habitude. Cependant, malheureusement, Jill n'est jamais rentrée chez elle. Vers 2h du matin, son mari, Tom, s'est réveillé et a remarqué que sa femme n'était toujours pas rentrée, ce qui n'était pas ce qu'ils avaient convenu pour cette nuit-là, à savoir qu'elle rentrerait peu après minuit. Il l'a appelée plusieurs fois, mais n'a pas réussi à la joindre. Tom a contacté les amis présents cette nuit-là, mais tous ont affirmé ignorer où elle se trouvait. Alors, vers 4h du matin, il est sorti la chercher dans les rues, mais sans succès non plus. Vers 6h, n'ayant trouvé aucun indice et n'ayant pas réussi à la joindre par téléphone malgré de nombreuses tentatives, Tom s'est rendu au commissariat pour signaler sa disparition. En apprenant ce qui s'était passé, les collègues de travail de Jill se sont mobilisés en ligne et, le 23, ils ont créé une page Facebook intitulée « Aidez-nous à retrouver Jill Meagher ». En 5 jours, plus de 100 000 personnes avaient visité la page et aimé les publications. Des prospectus avec son nom, sa photo et les détails de sa dernière apparition ont été diffusés partout en ville.
Le lundi 24, l'équipe des homicides a pris en charge l'affaire et, dans la matinée, ils ont retrouvé son sac à main dans une ruelle près de chez elle. Comme l'équipe a affirmé que la police avait déjà fouillé cet endroit, ils pensaient que l'objet avait pu être déposé là intentionnellement. Ensuite, il a été découvert qu'un habitant du quartier avait trouvé le sac à main et l'avait emporté chez lui. Mais qu'après la médiatisation de l'affaire, et en reconnaissant Jill grâce au badge qui se trouvait dans le sac, il l'a remise à l'endroit où il l'avait trouvée. La police connaissait précisément le dernier lieu où elle avait été vue et le dernier moment où elle avait eu contact avec une connaissance. En effet, vers 1h40 du matin, elle avait appelé son frère, Michael, pour savoir comment allait leur père, car il avait récemment eu un accident vasculaire cérébral. Ainsi, le 25, les enquêteurs sont allés chercher les images des caméras de sécurité des établissements de la région. Et ils ont réussi à la voir passer à 1h42 devant un magasin, en train de parler avec un homme portant un sweatshirt bleu. C'est le dernier moment où Jill est vue par les caméras. La police a rapidement identifié cet homme, déjà connu comme criminel sexuel des forces de l'ordre. Adrian Ernest Bailey, un Australien de 41 ans, né le 14 juillet 1971, père de 4 enfants. Adrian avait déjà passé plus de 10 ans en prison et avait été relâché à plusieurs reprises, ayant été reconnu coupable de plus de 20 agressions, la première ayant eu lieu lorsqu'il avait 18 ans. Emprisonné pour ses crimes, il écopait de peines légères et, une fois libre, reprenait ses attaques. Sa dernière détention a eu lieu pour avoir attaqué un total de 5 femmes en 2002. Il a été condamné à 11 ans de prison, mais il n'en a purgé que 7 lorsqu'il a quitté la prison en liberté conditionnelle en 2009. En février 2012, il a violemment agressé un homme devant un pub. Condamné à 3 mois de prison pour cet acte, il a été libéré après avoir payé une caution. Un fait curieux ici est que, bien que ce dernier crime ait eu lieu pendant sa liberté conditionnelle, il n'a pas été renvoyé en prison pour purger le reste de sa peine, car cette bagarre n'a pas été considérée comme une violation de la liberté conditionnelle. Allez comprendre, comment la justice peut-elle arrêter puis relâcher à plusieurs reprises des criminels comme celui-ci ? Il est évident qu'une personne comme celle-ci, en liberté, recommencera toujours à attaquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la nuit du 22 septembre, lorsqu'il a croisé le chemin de Jill. Le 27, 5 jours après le crime, vers 14h30, Adrian a été retrouvé chez lui et emmené au commissariat pour être interrogé. Interrogé sur Jill, il a menti, affirmant ne pas la connaître et qu'il s'était disputé avec sa petite amie dans un bar la nuit du 22, puis avait marché 2 heures avant de rentrer chez lui. C'est en partie vrai. Les caméras ont confirmé qu'il était à l'autre bout de la ville, dans un bar avec sa petite amie, jusqu'à leur dispute, après quoi elle est rentrée chez elle et lui est partie de l'autre côté. Mais évidemment, connaissant ses antécédents criminels, la police pensait qu'il ne disait pas tout ce qu'il savait. Lorsqu'ils ont reçu le rapport de localisation des téléphones de lui et de Jill, il a été identifié que les 2 appareils ont circulé ensemble sur la route jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une ville voisine. Cependant, quelques minutes plus tard, les téléphones se séparent car seul celui d'Adrian revient. À propos de cette information, il a dit qu'il n'était pas allé à cet endroit. Malgré ce démenti, cette preuve inquiétante renforçait les soupçons à son encontre. Adrian a été placé en détention provisoire. Sa voiture et sa maison ont été fouillées et la police a trouvé plusieurs autres choses. La puce du téléphone de Jill, une pelle et le sweatshirt bleu porté lors de son apparition sur les caméras de surveillance. Interrogé sur ces preuves, il a continué à nier. Mais dans la soirée, après plus de 6 heures d'interrogatoire, il a avoué avoir vu Jill parler au téléphone dans la rue, et que lorsqu'elle a raccroché, il s'est approché et a marché à ses côtés. Très probablement, cet appel auquel il fait référence est celui qu'elle a passé à son frère pour demander des nouvelles de leur père. Adrien a dit que Jill n'a pas répondu à ses avances. Avances qui étaient clairement du harcèlement, comme lui toucher les fesses, essayer de l'embrasser, etc.
Jill l'a giflé pour se défendre, ce qui l'a rendu furieux et indigné d'avoir été rejeté. Il l'a attaqué. Adrien l'a tiré de force dans une ruelle et l'a violée sur le capot d'une voiture. Elle essayait de se défendre et lui demandait d'arrêter. Jill ne mesurait qu'1,57 m et ne pesait que 55 kilos. Adrien savait très bien qu'elle n'aurait aucun moyen de se défendre. Il est impressionnant et même effrayant de voir comment un homme malade et enragé peut avoir une force surhumaine pour maîtriser une femme dans une telle situation. Selon lui, après l'acte, elle a essayé de partir précipitamment, a trébuché et s'est cogné la tête contre le béton et, même après ce choc, il l'a encore étranglée. Adrien l'a laissée allongée dans la ruelle pendant quelques minutes, puis il est revenu sur les lieux avec sa voiture et une pelle. Il a mis son corps dans la voiture et a conduit jusqu'à une autre ville, à environ 45 km de la scène du crime. Là-bas, il a creusé une tombe peu profonde et l'a enterrée. Mais il était tellement inquiet que quelqu'un le voit en train de l'enterrer qu'il est parti, laissant la moitié de son corps à découvert. Le lendemain, il est allé à une station de lavage, puis a changé les pneus dans un garage, sachant que la terre du site pouvait être sur les roues et laisser des traces là où il avait laissé la voiture. Le même jour que sa confession, le 27 5 jours après le crime, 22 heures, il a indiqué à la police l'endroit précis où il l'avait enterré. Et maintenant, avec le corps, il a été possible de faire l'examen de la nécropsie. Jill a été retrouvée nue de la taille vers le bas, et elle avait des hématomes et des lacérations brutales sur ses parties intimes, en plus de plusieurs autres blessures sur tout le corps. La cause du décès a été déterminée comme l'asphyxie. Au procès débuté le 5 avril 2013, Adrian a plaidé coupable d'abus et de meurtre. Et il a avoué qu'après le crime, il a paniqué, mais pas par remords pour le crime en soi, mais parce qu'il savait qu'il retournerait en prison. Je crois que sa panique venait du fait qu'il savait exactement ce qui arrive aux abuseurs en prison. Pendant les semaines d'audience, un jour, l'avocat de la défense a affirmé que son client regrettait ce qu'il avait fait, qu'il était dépendant à l'alcool. De plus, il avait été victime d'abus de son père et d'un autre membre de la famille. Le psychologue d'Adrian a confirmé cette allégation, disant qu'il l'avait avoué lors d'une des consultations. Mais il a affirmé que, même s'il pouvait sembler éprouver des remords, Adrian était un prédateur calculateur qui aimait dominer ses victimes. Bien que le remords suive, son désir d'attaquer persisterait. Le 19 juin 2013, 9 mois après le crime, Adrian a été condamné à 15 ans de prison pour viol et à la réclusion à perpétuité pour meurtre. Une période minimale de 35 ans est requise avant une libération conditionnelle, accordée même avec la réclusion à perpétuité, parce qu'il a plaidé coupable. Le juge Georges Nero a précisé que sans aveu de culpabilité, la loi aurait exclu toute possibilité de libération conditionnelle. Ici, il faut analyser. Tout le monde sait déjà que ce type est un maniaque. La justice applique la prison à perpétuité, mais accorde le droit à la libération conditionnelle. La victime perd le droit de vivre et le criminel obtient le droit d'attaquer à nouveau. Mais il faut aussi se rappeler d'une chose. S'il est encore en vie d'ici là, il aura 76 ans et, avec la grâce de Dieu, il sera faible et impuissant. 3 mois plus tard, Adrien a fait appel de la sentence, affirmant que la durée minimale avant la libération conditionnelle était trop longue. Cependant, après que le document a été reçu par le service compétent, le recours a été rejeté en moins de 15 minutes. Toujours en juin 2013, quelques jours après le procès, Tom a accordé une interview à la télévision. Et interrogé sur un éventuel échec du système judiciaire envers lui et sa femme, il a répondu « La mission principale d'un conseil de libération conditionnelle est de protéger les innocents. En second lieu, ce serait la réhabilitation. La réhabilitation est encore quelque chose dont le système judiciaire a besoin. Bien sûr, mais pas pour une telle personne. Ils doivent faire une évaluation des risques, et la priorité numéro 1 doit être de protéger les innocents, et ils ne l'ont pas fait dans son cas. Voilà pourquoi Jill n'est pas là. C'est comme ça que...
Oui, c'est comme ça que ça affecte de vraies personnes, vous savez. Ce n'est pas comme une histoire que les gens peuvent raconter, ça affecte de vraies personnes. Ce n'était pas juste pour ma femme, bien sûr que non, mais ça n'aurait été juste pour personne d'autre non plus. Après le procès, Tom a quitté l'Australie et est retourné dans sa ville natale, en Irlande. Il appartient au mouvement Ruban Blanc, qui engage les hommes à lutter contre la violence faite aux femmes dans le monde. Avec la forte couverture médiatique et la répercussion de l'affaire, de nouvelles victimes d'Adrian ont eu le courage de se manifester pour chercher justice pour ce qui leur était arrivé. En mars 2015, Adrian a comparu à d'autres audiences pour être jugé pour des crimes commis avant ce qu'il avait fait à Jill. Il s'agissait de 3 femmes, 2 prostituées, l'une agressée en 2000 alors qu'il n'avait que 18 ans, l'autre agressée en 2012, et une touriste néerlandaise, également attaquée en 2012. En mai 2015, il a été condamné à 18 ans de prison pour ces 3 crimes, et sa période de liberté conditionnelle a été portée à 43 ans. Mais en juillet 2016, après l'appel de son avocat, cette période a été réduite à 40 ans. Ainsi, il sera éligible à la liberté conditionnelle en 2053. Lorsqu'il aura 81 ans. L'affaire de Jill a choqué l'Australie, durcissant les lois sur la liberté conditionnelle. Désormais, toute personne commettant un crime en liberté conditionnelle est automatiquement incarcérée. Le Premier ministre de Victoria a admis que le système avait failli envers Jill et qu'avec les modifications légales adoptées après l'affaire, Adrian aurait été en prison et elle n'aurait pas été attaquée. Après la découverte du corps de Jill, des centaines de bouquets et de cartes ont été déposés sur les lieux du crime. Dernier lieu où elle a été vue, sa maison et où le meurtrier a enterré son corps. Une veillée aux chandelles a aussi eu lieu à l'église baptiste de Brunswick. Le 30 septembre 2012, une marche publique a été organisée et environ 30 000 personnes ont défilé en sa mémoire. Cette marche a également été un moment politique pour lutter contre la violence faite aux femmes. Jill a été incinérée le 4 octobre. Le cimetière a été fermé, n'autorisant que la présence des amis, de la famille et des policiers impliqués dans l'enquête. Dans sa ville natale, en Irlande, le 5 octobre, une messe a été célébrée en sa mémoire, dans la même église où elle avait été baptisée. Le moment de la lecture du passage biblique a été assuré par le même prêtre qui avait célébré le mariage d'elle et de Tom. Le 10 octobre, une messe privée a été célébrée en présence du mari de Jill, de ses parents, d'autres membres de la famille et de quelques amis proches. 29 colombes blanches ont été lâchées à la fin de la messe en sa mémoire, et ce nombre précis fait référence à son âge. Jill n'avait que 29 ans et toute une vie devant elle. Mais cette vie a été interrompue par la cruauté d'un prédateur que le système a laissé s'échapper. Malgré cela, sa mort n'a pas été vaine. Les lois du pays ont changé, et aujourd'hui son nom symbolise une lutte pour la justice. Mais rien ne comble le vide laissé dans sa famille.